Alors nous allons à présent passer aux situations d'évaluation, après avoir parcouru ensemble les différents types d'exercices de fixation. Et la première situation d'évaluation est libellée comme suite. On dit que on considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé en 0 vers la plus infini par f de x égale à moins x au cube plus 3x carré moins 3, et on désigne par grand C sa représentation graphique dans un repère orthonormé. Première question, on nous demande de déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. La deuxième question est à deux volets. Le premier volet, il s'agit de calculer la limite de la fonction f en plus infini. Ensuite, la limite de f de x divisé par x en plus infini. Puis d'en déduire, d'en donner une interprétation graphique. Le résultat obtenu va être interprété graphiquement. La question numéro 3 est également à deux volets. On nous demande d'abord de calculer la dérivée de f, puis d'étudier son signe suivant les valeurs de x. Et après on nous demande, la question B, d'étudier les variations de f et de dresser son tableau de variation sur l'intervalle fermé à 0 vers la plus infini. La quatrième question, petit a, on nous demande de justifier que l'équation à tout x appartenant à l'intervalle fermé à 0 vers la plus infini est définie par f de x égale à 0, admet deux solutions alpha 1 et alpha 2 avec alpha 1 plus petit que alpha 2. On nous demande au second volet de vérifier que alpha 1 est compris entre 1 et 2 et de donner un encadrement de alpha 1 d'amplitude de puissance moins 1. La cinquième et avant-dernière question nous dit qu'à l'aide du tableau de variation de la fonction f, de donner le signe de f de x suivant les valeurs de x. Et la dernière question, la question 6, on nous dit soit h la restriction de f à l'intervalle ouvert 0,2. On nous demande d'abord de justifier que h est une bijection de cet intervalle-là vers l'intervalle k que nous devons préciser. Et le dernier volet de cette question, nous demande de dresser le tableau de variation de la bijection réciproque de h, puisque h est une bijection, de dresser le tableau de variation de h-1, qui n'est autre que la bijection réciproque de h. Comme je l'ai dit, h. Comme je l'ai dit, c'est une situation d'évaluation. Ce sont les types de questions qu'on peut vous donner à un devoir, une étude de fonctions. Là, nous avons une fonction polynôme. Nous allons voir ensemble comment parcourir les différentes questions. Alors, la fonction f est définie par f de x égale à moins x au cube plus 3x carré moins 3. Et pour ensemble de départ, l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus infini est défini vers grand R. Alors, la première question nous demande de calculer, de déterminer d de f. Ici, il faut faire remarquer que la fonction f est certes une fonction polynôme, mais elle a pour ensemble de départ, pas l'ensemble des nombres réels, pas l'ensemble grand R, mais un sous-intervalle de l'ensemble grand R. Donc une partie de l'ensemble grand R. On dira donc que x appartient à l'ensemble de définition si et seulement si x appartient à l'ensemble de départ. C'est l'unique condition que nous devons pouvoir poser sur f, puisque f est une fonction polynôme. Si c'était une fonction rationnelle, ça changerait les choses. Donc,
comme une fonction polynôme est définie partout sur R, donc, et que l'ensemble des départ ici c'est une partie de grand R, donc la fonction polynôme sera définie sur toute cette partie de grand R. Par conséquent, l'ensemble de définition c'est l'intervalle de départ, donc D de F égale à l'ensemble de départ qui est l'intervalle fermé à 0 et ouvert plus infini. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'on nous invite à la deuxième question à calculer la limite de f en plus infini. Puisqu'en 0 la fonction est définie, tout ce que nous pouvons faire alors comme calcul, c'est de calculer l'image, de trouver l'image de 0. Donc on ne peut pas nous demander de trouver la limite là-bas. Alors la deuxième question, petit a, calcul de la limite quand x tend vers plus infini de f de x. On va dire quand x tend vers plus infini, la limite de f de x est égale à la limite de l'expression de f de x, donc moins x au cube plus 3x carré moins 3 quand x tend vers plus infini. Et puisque cette expression dont nous déterminons la limite est une fonction polynôme, et selon le cours, la limite d'un polynôme à l'infini revient à la limite de mon nombre de plus haut degré. Alors ici, le monombre de plus haut degré, c'est le premier monombre là, moins x au cube. Donc la limite se résume à déterminer la limite de moins x au cube. Là, nous avons la limite d'un produit de deux fonctions. La première fonction, c'est moins 1, et la seconde, c'est x au cube. Moins 1 tend vers moins 1 reste égal à moins 1. Quand x tend vers plus infini, quelle que soit la parité de l'exposant, x exposant n va tendre vers plus infini. Donc on va avoir moins 1 fois plus infini, ce qui va nous donner moins l'infini. Et on écrira simplement ici que la limite, lorsque x tend vers plus infini, de f de x égale à moins l'infini. Et nous encadrons le résultat. Ensuite, on nous demande de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini et d'en donner une interprétation graphique. Cette question est donc une question à deux volets. Donc on marque le petit b. Le premier volet consiste à calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x. Alors, il faut rappeler que en première, nous avons vu la détermination de la limite de ce quotient-là, f de x sur x. Ça nous ramène à l'existence ou non des branches paraboliques. Et selon les résultats de la limite, nous verrons quelle est la direction de la branche parabolique. Donc ici, on va déterminer la limite quand x tend vers plus infini de f de x divisé par x. F de x, c'est moins x au cube plus 3x carré moins 3, le tout divisé par x. Là, nous avons une fraction rationnelle dont on nous demande de déterminer la limite. Et comme nous sommes en plus infini, nous allons appliquer la propriété du calcul de la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, qui consiste donc à effectuer le quotient, à calculer la limite du quotient des monombre de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, nous avons comme monombre de plus haut degré moins x au cube, et au dénominateur, il n'y a qu'un seul terme, c'est lui qui est donc le terme de plus haut degré, ça fait x. Et là, nous nous rendons compte qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Nous pouvons donc réécrire le numérateur sous la forme moins x carré multiplié par x, et le dénominateur c'est x multiplié par 1. Et là, comme il y a un diviseur commun qui est x, nous allons simplifier notre fraction rationnelle, ce qui nous donne
la limite quand x tend vers plus l'infini. Au dénominateur, il reste désormais 1. Donc, ça nous fait simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x au carré. Là, nous sommes en présence de la limite d'un produit de deux fonctions, lesquelles sont respectivement moins 1 et x carré. Comme moins 1 reste égal à moins 1 partout ailleurs, x carré en plus l'infini, lui va tendre vers plus l'infini. Donc là, ça va donner plus l'infini. Lui va donner moins 1. Du coup, le produit va nous donner moins l'infini. Voilà la limite. Oh, pardon, c'est plutôt la limite de f de x sur x1. La limite de f de x sur x. Voilà. Voilà. Au vu de ce résultat, nous dirons que, en plus l'infini, la courbe de la fonction f, c'est que l'énoncé a désigné par grand C, la courbe de la fonction f admet une branche parabolique. Alors la direction de la branche parabolique va donner par le résultat. Ici, nous avons moins l'infini. Ça veut dire simplement que lorsque x va prendre des valeurs de plus en plus grandes, la courbe va prendre la direction de l'axe désordonné, soit de façon ascendante ou de façon descendante. Et là, nous avons moins l'infini. Donc, ça veut dire que la courbe va descendre de façon brutale, de façon brusque, j'allais dire, suivant la direction de l'axe désordonné. Alors, nous passons maintenant à l'interprétation. Donc, on va dire le second volet, donc je vais marquer par un astérisque, comme on l'a marqué au début là. Interprétation graphique. Interprétation graphique. Alors, ce que nous interprétons, c'est le résultat précédent. On va dire que on a limite lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à 1 infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale aussi à 1 infini. Il faut dire que cette interprétation qui fait allusion à l'existence de branches paraboliques utilise les deux limites, à savoir la limite de f de x en plus infini et la limite de f de x sur x en plus infini. Alors, on va dire que la courbe C, c'est la courbe de la transition graphique de la fonction f. Donc la courbe C admet une branche parabolique de direction OJ en plus infini. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques? Ça veut dire que lorsque nous avons, par exemple, la composante graphique de là, dans un repère, je suppose que c'est un repère renommé OJ. Alors, si nous avons notre courbe, lorsque x va prendre des valeurs de plus en plus grandes, eh bien, lorsque x va tendre vers plus l'infini, la courbe va avoir une allure, voilà, ça peut venir comme ça, et la courbe va descendre suivant la direction de l'axe des ordonnées. Si c'était une branche parabolique de direction OI, ça veut dire suivant l'axe des abscisses, la courbe allait prendre cette allure-là. Elle allait prendre la direction de l'axe des abscisses, donc l'axe OI, lorsque x va prendre des valeurs de plus en plus grandes. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on représente cela graphiquement. Nous allons passer maintenant à la question numéro 3. La question numéro 3 nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f. Alors, calcul de f' de x
c'est la même question à deux volets. Je marque un premier astérisque. Nous allons dire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, f est dérivable et sa dérivée, et on a deux points en ligne, f' de x, ça va donc donner la dérivée de cette expression-là, moins x au cube plus 3x au carré moins 3. Et, pardon, la dérivée, voilà. Et la dérivée d'une somme de fonctions est la somme de leurs dérivées. Donc, ça va nous donner la dérivée de moins x au cube, qui est donc x. Parce que c'est le signe de f', c'est le signe de la dérivée de f qui nous donne le sens des variations de f. C'est le signe de la dérivée qui nous permet de dire à quel moment f est croissante, à quel moment f est décroissante. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser à l'étude de son signe. Donc, le C6, c'est le signe de f' de x. Alors, tel que c'est donné, tel que nous avons trouvé, nous nous rendons compte qu'il y a un premier facteur commun qui est x, sur les deux termes. Et ensuite, il y a également 3 qui est commun. Donc, on va dire qu'au total, il y a comme facteur commun 3x. Donc, nous pouvons mettre 3x en facteur dans l'expression de f' de x. Alors, 3x carré plus 6x. Ça nous fait donc, en mettant 3x en facteur, ça nous donne moins x plus 2. Alors, nous faisons cette factorisation dans l'optique de pouvoir déterminer les zéros de la fonction dérivée. Parce que pour étudier le signe d'une fonction, il est nécessaire de connaître, donc de déterminer ces zéros. Une fois que nous avons les zéros, nous pouvons dresser son tableau de signes. Et c'est à partir de ce tableau de signes-là que nous arrivons à déterminer le signe de la fonction. Donc ici, avec la forme factorisée, nous pouvons dire que pour déterminer les zéros d'une fonction, il suffit de résoudre l'équation, comme la fonction s'appelle f', il suffit de résoudre l'équation f' de x égale à 0. Donc, cette équation va nous donner comme solution les zéros de la dérivée f'. Alors, ça nous donne 3x facteur de moins x plus 2 tableau de signes. Signe, je vais le faire avec le marqueur noir, on voit mieux. Puisque l'ensemble de définitions c'est l'intervalle qui part de 0 à plus l'infini. Donc, je maintiens à cela. Et le second 0 de la dérivée, c'est 2. Alors ici, il y a donc 0. 0. Alors, nous allons marquer le signe de la dérivée. Comme la dérivée est un polynôme de degré 2, nous avons vu en première que un polynôme de degré 2, généralement, s'écrit sous la forme P de x égale à ax carré plus bx plus c. Et s'il admet 2 zéros, comme c'est le cas ici, le signe va dépendre du signe du coefficient a du nombre de degré 2. Et lorsque nous sommes à l'intérieur des 2 zéros, nous avons le signe contraire du signe de A, du coefficient A. Ça veut dire si A est positif, on va avoir le signe négatif. Si par contre A est négatif, on va avoir le signe positif à l'intérieur des 2 zéros. Alors notre A ici, c'est moins 3. Puisque moins 3 est négatif, cela veut dire qu'à l'intérieur des zéros, on va avoir le signe contraire du signe négatif, donc le signe positif. Et à l'extérieur
nous aurons le signe de A. Donc, on va mettre moins. Mais comme avant 0, la fonction n'est pas définie, donc on ne pourra rien mettre là. On va donc écrire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à 0 et ouvert à 2, non, on va écrire ouvert, puisque si nous fermons à 0, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et quand la dérivée est nulle, la fonction est constante. Nous allons donc déduire le sens de variation, donc petit b. Alors, lorsqu'on nous demandera de donner le sens des variations, ça veut dire que la fonction a une seule variation. Et lorsqu'on nous dit d'étudier les variations, ça veut dire qu'elle a plus d'une variation. Alors ici, on va dire que sur l'intervalle ouvert 0, 2, comme f' de x est positif, alors f est strictement croissante. Et sur l'intervalle ouvert 2 plus infini, comme la dérivée est strictement négative, alors f est strictement décroissante. Maintenant, place au tableau de variation. Donc, c'est le second volet de la question B. Nous allons dresser le tableau de variation. Alors, il faut rappeler à toutes fins utiles que le tableau de variation d'une fonction comporte 3 lignes. La première ligne, c'est réservé à l'ensemble des définitions de la fonction. La seconde ligne nous donne le signe de la dérivée et la troisième et dernière ligne nous donne les variations de la fonction. Donc, l'ensemble des définitions, c'est l'intervalle qui part de 0 à plus infini. La seconde ligne, donc, le signe de la dérivée, on dit que la dérivée avec deux zéros, qui sont 0 et 2. Entre les deux zéros, elle est positive, à droite de 2, elle est négative. Et là, ce sont les variations. Alors, la dernière ligne, comme je l'ai dit, ce sont les variations de f. Donc, en toute rigueur mathématique, je devais écrire f. Mais comme ce sont les valeurs de f de x, c'est le fait que les valeurs de f de x changent, c'est ce qui confère, n'est-ce pas, le caractère variationnel à la fonction. C'est ce qui fait que la fonction varie, c'est ce qui fait qu'elle croît ou qu'elle décroît. Voilà pourquoi on va écrire généralement f de x. Donc, de 0 à 2, la fonction est croissante et l'image de 0
nous allons, comme la fonction est définie en 0, nous allons marquer tout à fait au bas du tableau ici, là, dans le tableau, juste en dessous de 0, l'image de 0. L'image de 0 se calcule simplement en remplaçant x par 0 dans l'expression du f de x. Ça va nous donner 0, moins 0 au cube, plus 3 fois 0 au carré, moins 3. Donc 0 au cube, ça fait 0, 3 fois 0, ça fait 0, 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc l'image de 0, ça nous donne moins 3. Donc j'ai écrit le moins 3 là ici. L'image de 2, on peut également la déterminer en remplaçant x par 2, ça va nous donner, on va le faire, ça va donner moins 2 au cube, ça fait moins 8, et puis 3 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4, 3 fois 4, 12. 12 moins 8, ça fait 4. Et 4 moins 3, ça nous donne 1. Voilà l'image de 2. Et en plus, quand nous avons calculé la limite, nous avons trouvé que la limite de f de x, c'est égal à moins l'infini. Donc, nous marquons ici moins l'infini. Et de 0 à 2, on a trouvé que la fonction est strictement croissante. Donc, je fais ça. Et de 2 à plus infini, la fonction est décroissante. Voilà donc le tableau de variation de notre fonction f ainsi obtenue. Nous allons passer maintenant à la question 4, où on nous demande de justifier que l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions alpha 1 et alpha 2 sur tout l'ensemble de définitions. Cela veut dire que nous devons montrer que la fonction f s'annule deux fois sur son ensemble de définitions. Alors, quand nous regardons le tableau de variation, et nous donne ces informations-là déjà à vue d'œil, de 0 à 2, nous remarquons que les images de x par f varient de moins 3 à 1. Or, moins 3 est négatif et 1 est positif. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, que x va tendre vers 2, les images vont augmenter, vont croître et devenir à un moment donné positives. Mais avant de passer au positif, donc ici, je peux schématiser comme ça, négatif, 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 et puis à un moment donné, paf, on passe aux valeurs positives. Cela veut dire simplement que, avant de passer aux valeurs positives, nécessairement, nous allons passer par 0. Et c'est ce 0-là, on va dire que son antecédent, c'est alpha 1. On dit de trouver un nombre dont l'image est 0. De la même manière ici, là, vous allez constater que quand x va tendre vers plus infini, les images vont décroître. Et puis, naturellement, partant de 1, si les limites, les images décroissent, donc ça va, on va partir des valeurs positives. Et puis, à un moment donné, on va passer aux valeurs négatives. Valeurs négatives pour aller en plus infini, pour aller vers moins l'infini, pardon. Et donc, il y aura un deuxième nombre réel dont l'image est également 0. Ce sont ces deux nombres réels qu'on nous demande de trouver. Et ça, cette question-là nous ramène au théorème des valeurs intermédiaires que nous avons vu avec les fonctions continues et strictement monotones. Donc, on va marquer la question 4. Que l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions alpha 1 et alpha 2 sur l'intervalle fermé à 0 et ouvert à plus infini. Nous allons le faire à partir du tableau de variation. Nous allons dire que de 0 à 2, nous allons nous intéresser donc à l'image de chacun de ces deux sous-intervalles de l'ensemble de définitions. Le tableau de variation nous permet de dire qu'on peut scinder l'ensemble de définitions en deux sous-ensembles, à savoir l'intervalle de 0 à 2 et l'intervalle de 2 à plus infini. Donc nous allons déterminer l'image de l'intervalle ouvert à 0 vers 2
On dit que sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 2, la fonction f est continue et strictement croissante. En plus de cela, donc on va dire, de plus, l'image de l'intervalle vers 0, 2, alors, comme la fonction est croissante, les bornes de l'intervalle de départ sont rangées dans le même ordre que les bornes de son image. Et donc l'image de l'intervalle 0,2 va être l'intervalle fermé ouvert en f de 2, f de 0 et ouvert en f de 2. Or f de 0 c'est moins 3 et f de 2 c'est 1. Donc ça va nous donner ici f de 0. Alors, ensuite f de... Bon, on va en toute rigueur, nous allons prendre les limites plutôt. On prend les limites, puisque en ouvrant l'intervalle, nous sommes obligés d'utiliser les limites. Donc on va dire la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, et puis la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x. Voilà. Là. Or, d'après le tableau de variation, là, la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait moins 3. Et la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure, ça fait 1. Voilà. Donc, ça veut dire que l'image de cet intervalle-là, ouvert à 0, ouvert à 2, est l'intervalle ouvert à moins 3, ouvert à 1. Or, cet intervalle image-là contient le nombre 0. Lorsque nous partons de moins 3 pour arriver à 1, nous parcourons les nombres négatifs d'abord, puis après nous passons aux nombres positifs. Ça veut dire que nécessairement 0, nous allons passer par 0. Donc on va dire que or 0 appartient à l'intervalle image, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution alpha 1 appartenant, tel que alpha 1 appartient à l'intervalle ouvert 0,2. Nous allons faire la même chose sur le second intervalle pour montrer l'existence de alpha 2 avant de conclure que les deux, il n'y a que deux solutions sur l'ensemble des définitions. Deuxième astérisque, sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, la fonction f est continue et strictement décroissante cette fois-ci. De plus, l'image de l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, alors c'est l'intervalle, cette fois-ci comme la fonction est décroissante, on va intervertir les bornes. Donc ça va nous donner la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure, donc à droite de 2, de f de x. Puisqu'on a dit que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle de même nature, donc ça nous donne l'intervalle ouvert à la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x, c'est 1. Donc, l'image de l'intervalle ouvert 2 plus l'infini par f, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 1. On va dire, comme
0 appartient à cet intervalle également. Quand on parle de moins inférieur à 1, on passe nécessairement par 0 puisque nous l'avons montré tout à l'heure dans le tableau là. Comme 0 appartient à l'intervalle image, alors voilà, l'équation f de x égale à 0 admet également une seule solution, une solution unique, alpha 2, alpha 2, sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Alors, ici, il faut le préciser, c'est une solution unique également sur l'intervalle là. Voilà, solution unique, donc je vais marquer unique. Voilà. Et donc, sur chacun des deux intervalles, nous avons une solution unique, alpha 1 et alpha 2 de l'équation f de x égale à 0. Ça veut dire simplement que sur chacun des deux intervalles, la fonction s'annule une et une seule fois. Et donc, nous allons tirer la conclusion pour dire qu'au total, donc, sur l'ensemble de définitions de 0 dont il sera plus infini, la fonction va s'annuler deux fois. Une fois en alpha 1 et une autre fois en alpha 2. Donc, on va dire conclusion. L'équation f de x égale à 0 admet deux solutions, alpha 1 et alpha 2, bien entendu, avec alpha 1 plus petit que alpha 2. Pourquoi? Parce que alpha 1 se trouve dans le premier intervalle, de 0 à 2, donc alpha 1 est plus petit que 2, et alpha 2 étant dans le second intervalle, il est supérieur à 2. Voilà pourquoi alpha 2 est plus grand que alpha 1. Voilà donc pour ce qui concerne cette question qui utilise donc le théorème des valeurs intermédiaires. Alors la question petit b nous demande de vérifier que alpha 1 est compris entre 1 et 2 et de donner un encadrement de alpha 1 à l'ordre 1, ce qu'on appelle l'encadrement d'amplitude 10 puissance moins 1. C'est-à-dire un chiffre après la virgule, mais il faut que les deux nombres décimaux soient consécutifs. Donc c'est la question B. Vérifions que alpha 1 est compris entre 1 et 2. Alors ici, nous devons rappeler le fait que l'intervalle qui est donné, le nouvel intervalle, le petit intervalle, est inclus dans l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 2. Donc c'est un intervalle qui est sur celui-là. On nous demande de montrer que 1, voilà, donc à l'intervalle en question, l'intervalle ouvert à 1 et ouvert à 2. On nous demande de montrer simplement que alpha 1 est plus grand que 1 et plus petit que 2. Alors, pour cela, nous allons voir ensemble, nous allons déterminer l'image de 1 et comme nous connaissons déjà l'image de 2, nous allons comparer le signe de ces deux images. Si les deux images sont du même signe, alors là, ça ne marche pas. Il faut que les deux images soient des signes contraires pour que le théorème des valeurs intermédiaires puisse s'appliquer afin que alpha 1 soit compris entre 1 et 2. Donc, on va dire que et en plus du fait que l'intervalle ouvert à 1, ouvert à 2 soit inclus dans l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 2, on le dit parce que sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 2, nous avons déjà dit que sur cet intervalle-là, f est continue strictement croissante. Donc, tout ce qui est valable sur cet intervalle reste valable sur le plus petit. Donc, inutile de répéter ça encore.
on va dire simplement que f de 1, nous allons calculer f de 1, ça va faire moins 1 au cube plus 3 fois 1 au carré moins 3. Ce qui nous donne encore 1 au cube, ça fait 1, donc fois moins 1, ça fait moins 1. 1 au carré, ça fait 1, fois 3, ça fait 3, moins 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc l'image de 1, ça fait moins 1. Alors, l'image de 1 est de signe négatif, alors que l'image de 2, f de 2, pardon, l'image de 2 est égale à 1 est de signe positif. On va donc dire que sur l'intervalle vers 1 vers 2, comme la fonction est continue strictement croissante et que l'image de 1 et l'image de 2 sont des signes contraires, alors l'équation f de x égale à 0 ayant pour solution alpha 1, cette solution-là est nécessairement comprise entre 1 et 2. On va dire, tiens, f de 1 multiplié par f de 2, bon, ce n'est pas nécessaire de calculer le produit. Comme nous savons que les deux sont des signes contraires, nous pouvons conclure que leur produit est des signes négatifs. Donc, on va dire que alpha 1 est compris entre 1 et 2. Voilà. Ayant donc cet encadrement, il va nous permettre de trouver l'encadrement de alpha 1 à l'ordre 1. Donc, nous allons marquer le deuxième astérisque qui concerne l'encadrement de alpha 1, l'encadrement d'amplitude de 10 puissance moins 1. Donc, l'encadrement d'ordre 1 de alpha 1. Alors, ici, il y a deux méthodes que nous avons vues dans la classe de première, la méthode de balayage et la méthode de dichotomie. Et pour une évaluation, aucune méthode n'est imposée. Donc, généralement, en tant qu'apprenant, vous devez choisir la méthode qui vous sied. Bon, voilà. Donc, là, nous allons utiliser la méthode de balayage. Et puis prochainement, dans une autre situation, on pourra utiliser la méthode de... La deuxième méthode s'appelle la méthode de dichotomie. Donc, ici, nous allons utiliser la méthode de balayage. Donc, il faut faire remarquer que lorsque vous utilisez une méthode, il est important de la préciser sur votre feuille de copie. Donc, marquez méthode de balayage. Alors, la méthode de balayage consiste à dresser un tableau à deux lignes. La première ligne porte les valeurs de x et la seconde ligne, on devrait écrire le signe de f de x. Mais par la vue de langage, on mettra simplement f de x. Voilà, donc ça sous-entend que c'est le signe que nous devons marquer sur cette ligne-là. Alors, et nous allons énumérer, comme le nom l'indique, balayage. Nous allons balayer donc l'intervalle qui part de 1 jusqu'à 2 en énumérant les nombres décimaux d'ordre 1, c'est-à-dire les nombres décimaux qui ont un chiffre avec la virgule compris en 1 et 2. Donc, je vais commencer par 1 lui-même, ensuite 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 et puis 2. Alors, nous allons mettre au fur et à mesure le signe de l'image de chacun de ces nombres. Et on va voir ensemble à quel moment le signe va changer. Donc, nous savons par les calculs antérieurs que l'image de 1 est négative, donc nous marquons le signe moins, et que l'image de 2 est positive. Alors, où est-ce que le changement de signe va s'opérer?
Pour être efficace dans le calcul, au lieu de calculer l'image de chacun de ces nombres, les uns après les autres, si par hasard le changement de signe s'opère entre 1,9 et 2, ça nous fait trop de calculs inutiles. Donc, par astuce, nous allons prendre le milieu de l'intervalle et déterminer son image. À l'aide de notre calculatrice scientifique, nous pouvons donc déterminer l'image et quand nous calculons, nous obtenons donc nous obtenons une valeur, voilà, nous obtenons une valeur, donc j'ai obtenu une valeur positive, donc voilà. Alors si l'image de 1,5 est positive, ça veut dire que le changement de signe ne peut pas s'opérer dans cette partie. Automatiquement, nous pouvons compléter là, tout ça c'est des images positives obligatoires. Donc je vais revenir en arrière, je vais déterminer l'image de 1,3. Voilà, je prends à tout hasard, approximativement, et quand je détermine l'image de 1,3, je trouve une valeur négative. Ça veut dire que c'est dans ce secteur-là que le changement de signe va s'opérer. Autrement dit, tout ce qui est en arrière là est négatif. Et quand je calcule l'image de 1,4, je trouve également une valeur positive. Donc, je peux conclure que le changement de signe s'opère dans cette zone-là. Et donc, on va dire que alpha 1 est donc compris entre 1,3 et 1,4. Voilà. Et si je dois déterminer l'amplitude, je peux vérifier l'amplitude. Ça me fait la valeur absolue de la borne supérieure moins la borne inférieure. La valeur absolue de la borne inférieure moins la borne supérieure. Et donc, nous avons 1,4 moins 1,3, ça fait 0,1. En valeur absolue, ça fait 0,1. Et 1,3 moins 1,4, ça fait moins 0,1, qui est aussi égal en valeur absolue à 0,1. Voilà donc l'amplitude, c'est ce qu'on a marqué 10 exposant moins 0. Alors, la cinquième et avant-dernière question nous dit qu'à l'aide du tableau de variation, on nous demande de donner le signe de f de x suivant les valeurs de x. Ça veut dire à quel moment les images qui sont sur la dernière ligne là, sont négatives, sur quel intervalle les images sont négatives, sur quel intervalle les images sont positives et sur quel intervalle, ainsi de suite, à quel moment ça va s'enlever. Donc, on va revenir avec le tableau de variation comme l'énoncé l'indique. Et ici, à partir de l'emplacement de alpha 1 et alpha 2, nous pouvons scinder à nouveau notre tableau de variation en 3 sous-intervalles. Alors, le premier intervalle va partir de 0 à alpha 1, le second va partir de alpha 1 à alpha 2 et le dernier de alpha 2 à alpha 3. Alors, nous allons dire que c'est la question numéro 5. Donc on va dire le signe de f de x. Alors l'image, nous allons déterminer pour cela l'image de chacun des intervalles. L'image de l'intervalle ouvert 0, ouvert alpha 1, ça va donner, puisque la fonction sur cet intervalle elle est croissante, ça va donner donc l'intervalle ouvert en la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x et la limite quand x tend vers alpha 1 par valeur inférieure de f de x. Alors ici, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, on dit que l'image c'est moins 3. Quand x tend vers alpha 1, ça nous donne 0. Voilà. Donc l'image de cet intervalle-là, ça fait l'intervalle ouvert à moins 3, ouvert à 0. Autrement dit, si x appartient à l'intervalle ouvert 0, ouvert alpha 1,
alors son image, qui est f de x, va appartenir à l'intervalle image. Et donc, l'intervalle vers moins 3, 0. Or, quand un nombre est compris entre moins 3 et 0, il est de signe négatif. Donc, on va dire, donc, f de x est négatif. Nous faisons la même chose. On va dire que l'image de l'intervalle vers alpha 1, alpha 2 est... Alors ici, on ne va pas prendre cette fois-ci la limite quand il tend vers alpha 1, comme on l'a fait précédemment. La limite quand il tend vers alpha 1 par valeur supérieure et la limite quand il tend vers alpha 2 par valeur inférieure. Pourquoi? Parce que sur l'intervalle vers alpha 1 et vers alpha 2, la fonction n'est pas monotone. Elle n'est pas strictement croissante, elle n'est pas strictement décroissante. Elle croît une première fois avant de décroître après. Donc on ne peut plus appliquer cette formule de détermination de l'image des intervalles, voilà, à partir du tableau présent. Seulement, nous allons le faire avec, en faisant une technique de balayage du tableau. Comme l'axe des images, c'est l'axe vertical. Donc sur cet axe, on lit les images du haut vers le bas. Par contre, sur l'axe des abscisses, on lit de la gauche vers la droite. C'est pour ça que dans le tableau, on a fait la même chose. Lorsque nous partons du bas vers le haut, on part donc des images les plus petites vers les images les plus grandes. Et donc, en balayant le tableau, nous voyons que les images les plus petites ici, nous les rencontrons en alpha 1, en image d'alpha 1, en image d'alpha 2, ça veut dire en 0. Et puis, lorsque nous montons la plus grande image sur l'intervalle, c'est 1. Donc on dira simplement que l'image de l'intervalle ouvert alpha 1, alpha 2, c'est l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 1. Donc ça va donner l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 1. Ce qui veut dire que si x appartient à l'intervalle ouvert à alpha 1, alpha 2, son image appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, tout nombre compris en 0 et 1 est forcément positif. Voilà pourquoi f de x va être le signe positif sur cet intervalle. Et le dernier intervalle, c'est l'intervalle ouvert alpha 2 plus l'infini. Alors l'image de cet intervalle-là, là encore la fonction est décroissante. Voilà, nous allons prendre cette fois-ci l'image de l'intervalle, mais on va intervertir les bornes. Ça va donc donner l'intervalle ouvert à la limite quand x tend vers plus l'infini, la borne supérieure, donc f de x, et ouvert à la limite quand x tend vers alpha 2 par valeur supérieure. Là nous sommes à droite de alpha 2, la limite de f de x. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait moins l'infini. Et la limite quand x tend vers alpha 2 par valeur supérieure, c'est la limite d'alpha 2 qui donne 0. On va donc dire que quand x appartient à l'intervalle ouvert, donc si x appartient à l'intervalle ouvert, alpha 2 plus infini, et bien son image f de x appartient à l'intervalle ouvert moins infini, 0. Ce qui veut dire que l'image de x sur cet intervalle est négative. Et donc, nous allons récapituler en disant que lorsque x est sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert à alpha 1, f de x est négatif. Quand x, par contre, est sur l'intervalle ouvert à alpha 1, alpha 2, f de x est positif. Et enfin, si c'est sur l'intervalle ouvert à alpha 2, ouvert à plus infini, f de x est négatif. Donc on peut dire que, en conclusion, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, ouvert alpha 1, puisque sur ces deux intervalles-là, le premier intervalle et le dernier intervalle, f de x a le même signe, nous pouvons donc les
regroupés. Donc, nous allons les réunir, dire que de 0 à alpha 1 et de alpha 2 à plus infini, eh bien, f de x est négatif et de alpha 1 à alpha 2, f de x est positif. Voici donc ce qui concerne le signe de f de x. C'était donc la avant-dernière question. Nous allons à présent aborder la dernière question qui comporte 2 sous-questions. La question petit a, il s'agit de la restriction, la question 6, il s'agit de la restriction de f à un intervalle donné. Ça veut dire que comme la fonction f n'est pas monotone sur son ensemble de définition, ça veut dire que de 0 à plus infini, la fonction n'a pas une seule variation. Donc, on va prendre le cas où la fonction est monotone. Donc, un des deux intervalles, un des intervalles d'ensemble de définition où la fonction est monotone. Voilà pourquoi l'énoncé a choisi cette partie de 0 à 2. Sur l'intervalle ouvert 0,2, la fonction effectivement est continue et strictement croissante. Donc on dira qu'elle est monotone. On aurait pu prendre aussi l'intervalle ouvert à 2, ouvert à plus infini pour répondre à ces questions-là. Voilà. Ça aurait donné d'autres résultats qui seraient bons dans le même sens. Voilà. Alors ici, on nous demande de montrer que sur cet intervalle-là, la fonction, puisque ce n'est plus la même fonction, c'est la restriction, la diminution de f, ça va plus s'appeler f. Voilà pourquoi l'énoncé lui donne le nom de h. On va l'appeler h. Alors, mais il faut dire que l'expression de h de x est la même que l'expression de f de x. Et toutes les conditions que f remplit sont aussi remplies par la fonction h. Toutes les conditions que vérifie f sont aussi vérifiées par h. Donc, nous allons dire que sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 2, la fonction f qui va s'appeler maintenant h, on va dire que h est continue strictement croissante. Et en plus de cela, nous avons déterminé l'image de l'intervalle ouvert 0,2 tout à l'heure. On a dit que c'est l'intervalle ouvert moins 3, 1. Or, dans le cours, on nous a dit que lorsqu'une fonction est continue strictement monotone, alors c'est une bijection. Dans ces conditions, la question A, on va dire simplement que la fonction h, qui est la restriction de f, à l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 2, est une bijection de cet intervalle-là vers l'intervalle image. Donc, voilà un peu comment il faut répondre à cette question. On va écrire ça ensemble. Donc 6 A. Justifions que H est une bijection de l'intervalle vers 0,2 vers un intervalle K. À préciser. Ça veut dire que nous devons déterminer l'intervalle, nous devons préciser l'intervalle K. On va donc dire que pour tout x appartenant à l'intervalle vers 0,2, h est continu et strictement, alors je vais l'écrire, strictement croissante. De plus, l'image de l'intervalle vers 0,2 par la fonction h, c'est la même chose que l'image de l'intervalle vers 0,2 par la fonction f, puisque c'est la restriction de f que nous avons appelée h. Donc on a dit que c'est l'intervalle, nous avons dit ça tout à l'heure, c'est l'intervalle vers moins 3, 1. Alors ici, à toute fin utile, il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste une définition de cours. Alors, H est une bijection
de l'intervalle ouvert 0,2 vers l'intervalle K qu'on va appeler intervalle ouvert moins 3 ouvert 1. Voilà. Et on nous demande de dresser le tableau de variation de la bijection réciproque. Parce que si une fonction est une bijection, automatiquement elle a la même bijection réciproque. Et la dernière question, c'est le tableau de variation de la bijection réciproque. Donc nous allons nous intéresser à cette partie toujours où H réalise une bijection. Donc c'est la question B. Alors, on va rappeler juste l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée d'une bijection et de sa réciproque. Il faut dire que si une fonction f est définie d'un ensemble A vers un ensemble B, alors si c'est une bijection, sa bijection réciproque va être définie de B vers A. Voilà. Alors que notre fonction h, d'après le tableau de variation, son ensemble de départ c'est l'intervalle vers 0, 2 et son ensemble d'arrivée c'est l'intervalle vers moins 3, 1. Par conséquent, la bijection réciproque de h va être définie de l'intervalle vers moins 3 vers 1 vers l'intervalle vers, l'intervalle vers 0, 2. Voilà. Ça veut dire que dans le tableau de variation de la bijection réciproque h-1, la première ligne va porter ça, deux valeurs. Voici les bornes. Et la ligne des images va être bornée par ces deux valeurs. Donc là, contrairement au tableau de variation de la bijection elle-même, la bijection réciproque, son tableau de variation porte juste deux lignes. Et là, on marque la première ligne, c'est l'ensemble de définitions. On dit que l'ensemble de départ, c'est donc moins 3 à 1. Et l'ensemble d'arrivée. Autre précision, c'est que une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation. Ça veut dire que si une bijection est croissante, sa bijection réciproque sera aussi croissante. Si une bijection est décroissante, et sa réciproque sera également décroissante. Alors que sur l'intervalle ouvert 0,2, la fonction h est croissante, par conséquent, sa réciproque sera aussi croissante. Donc on fait ça. Et on dit que l'ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle 0,2, donc je marque ici 0, et puis 2. Voilà ce que nous devions donner comme élément de réponse à cette première situation d'évaluation. Je vous remercie.